Bonsoir, 19h à Papeete, c'est le journal de la première, vous êtes bien ici. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi soir. À l'arrivée de certaines factures de lumière, bien des clients ont eu le tournis, 2 à 3 plus cher qu'à l'habitude. Le confinement a fait grimper la consommation, selon EDT. Avec le retour à la normale, les chiffres vont devenir, dit-on, beaucoup plus sages. C'était une vitrine de la richesse de nos archipels, un patrimoine vivant et immatériel. Tous les 6 mois, il fait sa promo à Papeete, mais le salon du tourisme passe à la trappe. La Covid a sévi. Entre fatalité et désir d'avancer, nous écouterons des professionnels. Le tourisme intérieur, c'est aussi l'atout possible en ces temps incertains. Un patriotisme made in fénois pour faire face ensemble. Nous parlerons de tout cela avec Jean-Marc Mosselin, le patron de Tahiti Tourisme. Il est l'invité du journal. À tout à l'heure. Un point serré contre la Covid, pas de quartier, des mesures prises pour continuer à s'adonner à une passion sportive. Les sports de combat serrent actuellement les dents. Ils s'organisent, le but, ne pas jeter les gants, parce que vivre, c'est lutter. La vanille de Tahiti continue à se chercher une place au soleil. La structuration de la filière se précise. Être ensemble pour aller plus loin. C'est la philosophie d'une nouvelle logique de partage des compétences. À la fin de ce journal, direction les Tuamotu. Pour commencer cette édition de ce vendredi soir, un chiffre qui doit vous parler. Il va apparaître à l'écran. Entre 5 et 10%, c'est la hausse moyenne de la consommation d'électricité constatée par EDT durant le confinement. Et si vous aimez les calculs, 1 kW vaut X francs, combien valent 50 kW? Un calcul mental qui faisait trembler jadis les candidats sérieux au certificat d'études. Mais en ce moment, pareille addition trouble bien des consommateurs, des factures multipliées par 2, voire triplées. Derrière la calculette pour ce reportage, Lucille Guichet, Sandro Ly et Jacques Damour. Dans les comptes de la famille de Taïna, une dépense inattendue. La faute aux factures d'électricité qui se sont envolées depuis le mois de mars. Le confinement, un accident de consommation et même les factures estimées s'emballent. 13 000 francs en février, 20 000 en mars et 92 000 en juin, malgré des panneaux solaires. Ça nous met en situation de faillite dans notre foyer parce que on ne peut pas payer d'un coup après des problèmes économiques liés au confinement et à la pandémie, alors que le gouvernement, la politique du gouvernement, c'était d'aider les foyers en reportant les paiements lorsqu'ils ne pouvaient pas payer. Donc il aurait fallu un meilleur accompagnement, je pense, un échelonnage du surcoût de cette facture. Car la famille de Taïna n'est pas un cas isolé. Sur les réseaux sociaux, les abonnés partagent leurs stupéfactions et leurs expériences. Chaque client n'a pas la même réaction ou la même interprétation. Donc, c'est pour ça que j'appelle tous ceux qui se disent victimes de ces factures de se rapprocher et de faire quelque chose ensemble. Sinon, on va juste écrire sur Facebook et puis ça va s'arrêter là. Pour EDT, il s'agit d'un rééquilibrage post-confinement. Saison chaude et confinement du mois de mars ont entraîné une hausse de la consommation électrique. Voici donc venue l'heure de rattraper les facturations. Habituellement, chaque année, on sait que sur 4 mois, 24% de notre clientèle peut subir la saison chaude. Et ils ont l'habitude d'avoir ce rattrapage en mars-avril. Malheureusement, la deuxième contrainte, qui est le confinement, nous a empêché, nous, EDT, de faire la relève en mars-avril. Et la relève qui suivait est arrivée en juillet-août, d'où l'apparition de ces factures dites élevées. Les prochaines factures devraient donc retrouver leur niveau habituel. Reste qu'au-delà de 240 kWh par mois, le consommateur bascule dans la tranche 2 et le prix du kilowatt double. À noter pour les petits consommateurs, suite à la décision du pays, le prix du kilowatt baisse de 10%. Cette mesure est effective depuis le début du présent mois d'août. Le chiffre de ce soir, comme à l'habitude, la Covid-19, 236 personnes touchées par le virus, mais déjà 80 patients guéris. À noter un premier cas à Raiatea. Il s'agit du Tabana Cyril Tetouani. Et puis ce soir, la Polynésie est passée en phase 2 de l'épidémie. Cela veut dire qu'il y a un risque de diffusion des foyers d'infection. On en parlera demain de manière détaillée dans le journal de 19h. Agir par précaution, une règle à l'OPH, les portes fermées pour quelques jours, 3 salariés touchés par le virus. Explication du directeur de l'office, Moana Blanchard. Il est interrogé par notre collègue Caroline Fary. Aujourd'hui, nous avons donc identifié 3 cas de personnes atteintes du coronavirus positives, qui sont bien entendu à l'extérieur de l'entreprise à ce jour, dans une procédure d'isolement. Nous avons pris la décision de fermer le siège, ici à Pire, au public, pour la semaine entière qui vient, c'est-à-dire fermeture du vendredi 21 au vendredi 28 inclus. Parallèlement, l'activité ne s'arrête pas complètement, bien entendu. Nous allons continuer
à recevoir quelque part le public, puisque à Taravot, à l'agence de travaux, c'est ouvert. C'est un site qui n'est pas pour l'instant infecté, il faut le dire comme ça. Nous avons aussi l'agence des remparts qui peuvent continuer à recevoir le public. Et donc, ce sont les deux seuls points de rentrée du public dans notre espace d'activité de l'OPH. C'est une vitrine, des visages se parlent, des destinations se dessinent, avec encore plus de finesse par l'échange en face à face. Le salon du tourisme, c'est tout cela, on se tutoie, à peine se parle-t-on. Un rendez-vous important pour les archipels, sa suppression, un bleu à l'âme. Reportage Thierry Stanfleur avec Mirko Vanfo. Tout était pourtant prêt, avec 240 exposants impatients de remplir leur carnet de commandes pour les 4 derniers mois de l'année. Parmi les plus inquiets suite à cette annulation, les 88 pensions de famille qui devaient venir des 5 archipels. Autour de chaque pension, il y a aussi tout un écosystème avec des prestataires comme ce transporteur de Nukuiva par exemple. L'annulation du salon de tourisme, comme tout le monde l'a appris, ça nous donne quand même un coup de massue sur la tête, parce qu'on attendait beaucoup de ce salon. Il faut savoir que le salon du tourisme apporte beaucoup à notre île. Donc j'espère que le salon virtuel qui est prévu va quand même se faire et que les locaux vont pouvoir profiter de cette occasion parce que les prix des billets sont quand même plus intéressants durant le salon. Du côté du bureau de l'association du tourisme authentique, l'annonce a jeté un froid. Teirani, qui était de permanence au bureau ce matin, parle au nom de l'association, mais aussi en sa qualité de gestionnaire d'une pension à Moorea. Ce salon était vraiment attendu par beaucoup. Qu'est-ce que tu as eu comme réaction, comme retour des gens qui devaient participer au salon, qui viennent des îles ? Ils sont un peu perdus, hein. Beaucoup sont perdus parce que, comme je disais, c'est vital. C'était un événement qui est vital pour les pensions. Donc les 4 prochains mois, du coup, ne vont pas se remplir comme d'habitude ? Ah non, pas du tout. Ça va être très difficile de remplir. Sans le salon, ça va être très difficile de remplir. Pour l'agence DB chargée d'organiser le salon, le coup est rude. Sur le plan sanitaire, tout était prévu pour limiter les risques, mais le gouvernement a pris sa décision avant que les premiers exposants ne se déplacent des îles vers Tahiti. Car malgré la présence du Covid, les professionnels se disaient prêts. On a eu très peu d'annulations. Sur un nombre de 230 ou 240 exposants, on n'a eu que 5 annulations. Vraiment dû à la peur, on va dire, des mesures sanitaires qui ne seraient pas respectées. Mais sinon, l'ensemble des professionnels du tourisme voulaient venir. Ils ont un vrai besoin. Il faut qu'ils soient à la rencontre du public. D'autres salons importants prévus bientôt, celui de l'automobile et celui de l'habitat, 2 activités qui pèsent très lourd économiquement et en emploi, sont désormais dans la crainte d'une éventuelle annulation. Tahiti Tourisme, organisatrice du salon du même nom, va devoir proposer une solution alternative, mais un salon virtuel ne remplacera jamais les contacts directs entre clients et prestataires. Justement, de la suite, dans les idées, on va décrypter tout ça avec notre invité, Jean-Marc Mosselin. C'est le patron, le directeur de Tahiti Tourisme. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Alors, ce salon virtuel, comment ça va se passer ? Alors, justement, je suis en mesure de vous confirmer que nous allons ouvrir un salon à distance plutôt que virtuel entre le 7 et le 16 septembre, donc 10 jours et non pas juste 4 jours de salon, pour essayer de faire la différence. Et nous allons inviter tous les prestataires touristiques de télécharger leur offre sur le site web de Tahiti Tourisme dès la semaine prochaine. Et à partir du 7 septembre, les internautes vont pouvoir se rendre sur notre site web, cliquer sur les offres qui les intéressent et se mettre en relation directement avec les prestataires, les hôtels, etc. Parallèlement, vous allez avoir Air Tahiti qui, au même moment, va mettre en ligne leurs offres de manière comparable à ce qui se fait habituellement sur le salon du tourisme. Et aussi, on peut les obtenir en agence ou par téléphone ou encore à travers les agences de voyage. Est-ce que ce tourisme interne, ce patriotisme médine fédémois, comme le dit Madame Bouteau, a bien fonctionné durant ces périodes de juillet et d'août ? Ça nous a permis de réamorcer la machine. Le 27 mai, quand les vols d'Air Tahiti ont été réouverts, c'est clair que nous avons poussé, d'ailleurs nous avons travaillé en coopération avec Air Tahiti pour motiver le voyage dans les îles et il y a eu un franc succès d'ailleurs. Nous avions tenté déjà à ce moment-là un premier essai de salon virtuel, puisque nous avons vendu à travers notre site web plus de 7000
coupons, ce qui est presque le même nombre de coupons que nous faisons habituellement au Salon du tourisme. Depuis le 15 juillet, 10 000 touristes étrangers sont arrivés sur le territoire. Un chiffre positif, seulement 11 personnes portent le virus de ces touristes-là. Est-ce que c'est une matière qui vous fait espérer justement dans cette dynamique-là ? Complètement. C'est déjà la démonstration que le protocole sanitaire qui est en place fonctionne. 10 000 touristes, c'est peu, c'est vrai, puisque c'est 65% de moins que la fréquentation que nous avons habituellement pendant cette période. Mais c'est quand même 10 000 touristes de plus que toutes les destinations qui ne sont pas réouvertes. Je parle par exemple de Fidji, de la Nouvelle-Calédonie, de très nombreuses destinations touristiques qui n'ont pas pris cette décision. Et je crois que la Polynésie est précurseur en la matière avec un protocole sanitaire qui est vraiment en place. Justement, comment on parle aux touristes ? On a vu, on est en phase 2 ce soir. Qu'est-ce que vous dites aux touristes pour venir ici, sachant que les États-Unis ont plus ou moins blacklisté, comme on dit de manière moderne, notre destination ? Alors, les États-Unis ont juste passé la Polynésie en niveau 3, tout comme d'ailleurs 203 pays autres qui sont aussi dans ce niveau 3. Ça n'empêche pas les Américains de venir en Polynésie. Alors, on a deux axes de communication. La première, c'est de dire que la Polynésie est Covid prepared et non pas free, donc préparée et non pas protégée du Covid. Et par ailleurs, en termes de communication commerciale, on investit sur le fait que la Polynésie est justement, en étant isolée, en étant lointaine, qui était un handicap à une certaine époque, est plutôt un avantage, puisque c'est l'endroit où vous pouvez retrouver l'essentiel, retrouver vos vraies valeurs et la beauté du pays. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ces précisions. Donc, salon virtuel à partir du 7 septembre, c'est ça ? Absolument. Merci beaucoup. Merci. Le sport, c'est la santé, mais quand la Covid-19 impose sa maladie tutelle, ce sont des obstacles et des points de suspension qui viennent s'ajouter. Alors, on l'endoscute l'activité, si possible, sans modifier son caractère. Zoom ce soir sur les sports de combat, où la passion des Aïtos, comme on dit, met en garde la Covid. Brigitte Olivier, Marcel Bonneau, Jérôme Ly. Les filles, il faut mettre votre masque. Comment pratiquer le noble art de la boxe en ces temps de Covid ? Eh bien, avec quelques injonctions simples mais efficaces quand elles sont dites avec conviction, ce dont s'acquitte parfaitement Ismaël, journaliste et boxeur de talent, et les élèves en redemandent. Ils veulent s'entraîner, hein, et s'ils restent sans rien faire, ils n'aiment pas trop, quoi. Donc du coup, ça leur permet de faire du sport et de se défouler un peu. Et malgré les gestes barrières, l'obligation de mettre le masque et tout, ils viennent quand même à l'entraînement. Hein. Les séances ne s'enchaînent pas. Un gros nettoyage est fait entre chaque session. Le matériel est désinfecté. Les élèves ont bien compris qu'il faut privilégier certains exercices. On travaille par atelier, on fait des exercices spécifiques à la boxe, comme le shadowboxing, boxer contre son ombre. Après, comme vous avez vu pour l'échauffement, on peut faire des choses ensemble, mais chacun respecte la distanciation sociale. Hein. Après, dire que c'est facile est impossible, en témoignent les boxeurs qui ont du mal à reprendre leur souffle. Pas trop, c'est un peu difficile, du mal à respirer. C'est une obligation, hein, vu l'épidémie actuelle. Ça gêne un petit peu pour respirer, mais bon, on s'y fait. Je respire difficilement, on respire pas bien. Autre sport de contact, le karaté. 360 licenciés en Polynésie, mais les 11 clubs sont fermés. Sur 4 techniques d'entraînement, 2 seulement sont praticables en individuel. Le président de la fédération a préféré jouer la carte de la prudence. Nous attendons déjà les instructions un peu du gouvernement pour début septembre, parce que nous avons repoussé la reprise des cours qui devaient être à la rentrée des scolaires. Et du coup, avec ce qui se passe actuellement, donc nous avons préféré plutôt la sécurité et par civisme de repousser en ce qui concerne pour le karaté. La grande rencontre annuelle de karaté du 21 novembre est pour l'instant maintenue, mais les Océanias sont repoussés à mai 2021. Le jiu-jitsu, le judo et le MMA sont aussi à l'arrêt. Ne reste avec la boxe que le taekwondo qui maintient ses clubs ouverts. Piqûre de rappel, comme tous les soirs, les gestes barrières, vous les connaissez, on vous les présente, mais ils sont désormais intégrés dans le quotidien de tout un chacun. Puis 2 numéros de téléphone également, qu'on vous rappelle pour mémoire, 40 45 50 00, ou bien le 15 si vous avez des symptômes. Vous le savez, c'est le numéro des urgences. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la partie liée à la Covid-19.
Il est parti ce matin un deuxième hélicoptère destiné aux Marquises. Son rôle, l'exécution rapide des évasans. Il a rejoint un autre appareil. Depuis son installation, ce dernier a évacué 35 personnes. L'arrivée de cet hélicoptère conforme aux engagements du pays est prévue ce mardi du côté de Nukuiva. Ça bouge et dans le bon sens. Le musée des îles s'agrandit pour nous faire voir encore de manière plus belle le fabuleux patrimoine du Fénois. Une nouvelle salle avec 1400 mètres carrés d'exposition, plus de pièces à découvrir donc et une qualité d'accueil incomparable. Myriam Bono, c'est la directrice des lieux. Elle répond à notre collègue Ignacio Ravegno. Ce projet, parce qu'il est aux normes muséographiques internationales, va également nous permettre d'accueillir des œuvres, des collections qui vont nous être prêtées par d'autres musées, donc des musées nationaux, notamment le musée Jacques Chirac qui est Branly, mais également le musée de Cambridge ou le British Museum avec qui nous sommes en discussion. Et normalement, à la réouverture en 2022, ce sont plus de 20 nouvelles pièces qui nous seront prêtées, qui seront exposées dans cette nouvelle salle. Et la filière vanille, cette fois-ci, s'organise. Les mains se joignent pour avancer sur tous les aspects, notamment sur la question des cultures. Exemple au Tuamotu, un projet collectif est en cours. Tuti Punoa pour ce reportage qui nous fait voyager. Sous ces ombrières de 144 mètres carrés, leur recherche est permanente, rivaliser de propriétés agricoles pour obtenir une production toujours plus fournie et avec une qualité digne de Taha, l'île vanille des Soulevants. À ce jeu, les propriétaires qui se sont lancés dans des projets pilotes à Ho, Ana, Tikiho, Takarwa ou encore Takapoto ne manquent pas d'arguments. 49 lianes qui poussent bien, protégées du soleil dans ces vastes fermes. Et voilà l'objectif de développement du vanille dans les archipels éloignés, déjà atteint. Il suffit d'observer les chiffres de la récolte, ça sera pour plus tard. Ils sont très jeunes, ils ont à peine un an, il faut attendre 5 ans pour qu'ils puissent donner leurs premières fleurs. Et d'ici là, nous pouvons l'associer avec son mâle et nous pouvons avoir de la vanille de Takapoto. À Takapoto, les porteurs de projets ont redoublé d'efforts pour voir fleurir leur ombrière. Ici, la filière du copra et l'exploitation des nacres constituent des revenus en chute libre. Beaucoup ont préféré abandonner après l'installation d'une première exploitation en 2017. Après, tu prends les bouleaux de coco, tu t'appuies pas dessus. Lorsque tu plantes de la vanille, il faut avoir plusieurs lianes de vanille pour pouvoir multiplier et atteindre une grande superficie. La production de masse de vanille made in Tuamotu Marquise devait sortir de terre d'ici 2025. Encore 5 ans à patienter donc avant qu'elle se trouve peut-être dans vos assiettes. Un beau projet à savourer donc dans quelques années. La ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, était ce jour aux Marquises, à Nukuiva. Les dialogues ont été riches, de nombreux projets partagés. D'ailleurs, à propos de la disparition de l'option métier de la mer au collège, la ministre a tranquillisé les familles. Nous l'écoutons au micro de Marie Curvat. Vu les nouveaux programmes qui sont proposés pour ce CAPGM, je pense qu'on va pouvoir le réouvrir. Et puis en discussion avec le Tavana de Nukuiva, c'est quelque chose qu'on va proposer bientôt. On est en train de réfléchir sur le personnel que l'on doit embaucher, parce qu'il faut quand même du personnel pour encadrer ces élèves-là. Semble-t-il, et le principal me l'a confirmé, les élèves sont inscrits. Enfin, nous avons déjà un effectif d'élèves qui pourront prétendre à cette formation. Donc je pense que nous sommes en bonne voie pour réouvrir la section jeunes ici aux Marquises. Parfait. Les petits pains au chocolat, nous pourrions presque vous les chanter, évidemment. Le répertoire de Jodassin est souvent d'une gourmandise joyeuse. Le chocolat est donc une heureuse métaphore. Pour la date anniversaire de son décès, le 20 août, une jeune artisane de Papeete a réalisé un magnifique buste, 20 kilos d'amour tendre, comme on dirait dans une autre chanson. Bravo, madame. Siffler sur la colline. Rappel de l'information du jour pour conclure cette édition. L'annulation du salon du tourisme. 240 professionnels, un petit peu plus dans le désarroi. Mais bon, un salon virtuel va être mis en place avec la Covid-19. Le tourisme intérieur est donc un enjeu majeur. 4000 entreprises vivent de cette activité. On revient également sur l'information que nous avons donnée au début de ce journal. La Polynésie vient de passer en phase 2 de l'épidémie de Covid-19. Cela veut dire qu'il y a un risque de diffusion des foyers d'infection. Ce soir, 236 personnes concernées par le virus.
6h demain à la radio, David Chang pour l'information. À la télé, 19h, le journal en langue française. Bonne soirée sur la première. Merci, à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.